Bien, bonjour à tous. On va commencer sans trop prendre de retard, de façon à ce qu'on soit bien à l'heure pour l'arrivée des ministres tout à l'heure. Voilà, nous allons parler aujourd'hui ensemble de DGF, de finances locales. Ce n'est pas le sujet le plus facile, mais en tout cas c'est un grand sujet d'inquiétude pour les maires aujourd'hui, comme pour les intercos d'ailleurs. Je voudrais simplement rappeler qu'on est dans un contexte évidemment très incertain, puisque une loi de finances avait été votée en fin 2015 pour 2016, dans laquelle finalement on a reporté une réforme sur laquelle on avait beaucoup travaillé déjà l'an dernier, sur laquelle je vais revenir, et qu'aujourd'hui, si rien ne se passe, en fait, cette loi de finances pour les collectivités, enfin pour la réforme de la DGF qui était intégrée dans cette loi de finances, sera appliquée au 1er janvier 2017. Donc évidemment, à partir des constats qui ont été faits en fin d'année sur les simulations qui avaient été faites sur l'impact de cette réforme de la DGF, notamment sur les petites villes, notamment les strates de 10 000 à 20 000, donc c'est nous qui sommes les plus touchés, cette réforme était extrêmement négative. Donc je vous donne simplement la démarche qui est en cours. On a demandé à ce qu'on remette évidemment tout ça sur le métier. Un groupe de travail a été constitué au Sénat, a été constitué à l'Assemblée. Ils travaillent d'ailleurs de concert, puisqu'ils se sont réunis ensemble déjà. Dans le même temps, avec mon collègue, nous travaillons au sein du CFL, le Comité des finances locales, pour voir quels ajustements sont possibles à cette réforme, étant entendu que, oui, il faut une réforme, mais il faut une réforme juste, équitable et lisible. Et c'est ce qu'on a reproché à l'ancienne DGF, qu'elle était trop compliquée. Alors moi je dis toujours, attention, quand on est contre la complexification, il faut savoir que la simplification abusive risque aussi de ne pas pouvoir tenir compte des spécificités des territoires. Donc il faut quand même faire très très attention à l'aspect de la simplification en matière de finances locales. C'est un raisonnement qui existe, mais qui a ses limites. Et on le voit bien d'ailleurs dans la nouvelle architecture de la DGF telle qu'elle est prévue. Alors je veux juste vous en dire un petit mot, puis ensuite je laisserai la parole à mon collègue, de façon à ce qu'on puisse vous présenter en détail le contenu de cette réforme et des réflexions en cours. En fait, le principe, et ce qui avait été aussi, on va dire, ce qui avait été beaucoup combattu, c'est la différence qu'il y avait dans les notions de dotation de base aux collectivités, aux communes, notamment ce fameux rapport entre 60 € et 120 € entre la plus petite commune et la plus grande commune. Alors c'était une revendication forte de l'association des maires ruraux qui sur ce plan a quand même obtenu satisfaction, puisque le minimum a été porté à 75, sauf que maintenant on est parti sur un plancher qui s'applique à tout le monde. Donc dans la nouvelle architecture de cette DGF, vous avez une dotation de base à la population qui est égale pour tout le monde, à 75 €. Vous avez une dotation de centralité pour tenir compte des charges de centralité. C'est là-dessus qu'on va discuter parce que c'est là que ça ne marche pas. Parce que la question, c'est la définition de la centralité au regard des moyens dont disposent les collectivités et du territoire qu'elles ont à gérer et du nombre d'habitants qu'elles ont. Bon, sur la centralité, on a commencé à parler de centralité à partir de 500 habitants. La question est de savoir si réellement il y a de la centralité qui commence à 500 habitants. Voilà. Et parce que là, on touche plutôt la troisième dotation qui est prévue dans cette réforme, c'est celle de la dotation de ruralité, qui doit permettre de tenir compte des charges territoriales auxquelles on va faire face les collectivités, et merci, les collectivités les plus rurales. C'est pas sur ce sujet que ce sera le plus compliqué, c'est vraiment sur la partie centralité. Et puis il y a une deuxième partie dans cette réforme de la DGF, c'est ce qui concerne les dotations de péréquation. Alors, on doit quand même admettre que la péréquation ces dernières années a énormément évolué. Péréquation horizontale, je ne vais pas en parler tout de suite, avec les questions qui sont posées. Certains donnent et trouvent qu'ils donnent trop, d'autres reçoivent et trouvent qu'ils ne reçoivent pas assez. Donc le sujet est toujours compliqué, mais surtout les dotations de solidarité verticale, c'est-à-dire celles qui sont incluses dans la DGF. Alors, elles ont beaucoup évolué, mais elles sont, c'est vrai,
assez diffuses, puisqu'on a la DNP, on a la DSU, on a la DSR, bon. Et en même temps, elles sont soumises à des effets de seuil très forts. Donc, moi, j'avais fait inclure dans la loi de finances la DSR cible, pour vous donner cet exemple, pour les 10 000 communes les plus pauvres. Bon, bah, les 10 000 communes les plus pauvres sont contentes, mais il y a un effet de seuil terrible entre la 10 millième et la 10 000 unième. Voilà. Parce que il y en a un qui touche et l'autre qui touche zéro. La même chose pour la DSU, hein, sur la DSU cible et sur celle qui arrive juste après. On parle toujours du seuil des 250, avec la 251e qui, elle, au lieu de voir sa progression de 7% l'an dernier, l'a vu que de 1,7% par exemple, avec un effet de seuil quand même important. Donc tous ces sujets sont à l'ordre du jour et pour tout vous dire, c'est peut-être les sujets sur lesquels on a le plus de chances d'aboutir, les aspects de péréquation. Pour le reste, c'est plus compliqué. Donc voilà où on en est aujourd'hui. L'objectif, évidemment, aujourd'hui, c'est qu'on puisse modifier le texte de façon à ce qu'il soit plus juste pour les petites villes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux éléments, il y a deux solutions. Soit le Parlement délibère, donc en loi de finances rectificative en juillet ou en septembre, et à ce moment-là, on a des chances de faire modifier la loi. Soit elle s'applique puisque rien ne passe, soit elle est reportée dans la prochaine loi de finances à à une année supplémentaire, mais peut-être faut-il à ce moment-là, dans ce cas-là, au moins régler toutes les questions qui touchent la péréquation. Donc voilà, il y a trois hypothèses. Et si, il y en a une quatrième, c'est qu'elle s'applique. Ah oui, si je l'ai dit, qu'elle s'applique directement. Voilà, donc nous on essaie de se battre pour qu'on fasse en sorte qu'on tienne mieux compte de nos chartes de centralité, parce que pour l'instant, encore une fois, et c'est le sujet je crois qu'on va évoquer maintenant, sur les strates de 10 000 à 20 000, on est vraiment extrêmement pénalisé et beaucoup de dotations seraient en baisse, d'après les simulations. Voilà, je vais te laisser la parole, parce que ça permet maintenant de rentrer dans le détail. Tout à fait, merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Pierre a posé le cadre. Nous allons maintenant simplement rappeler à la fois les principes de ce qui existe à ce stade, de ce qui est prévu par la loi de finances, et puis de voir un petit peu plus dans le détail quels sont les problèmes que cela nous pose, notamment à notre strate de collectivité, quelles sont les propositions qui pourraient être faites. Et pour ça, nous avons donc un document qui est projeté voilà, derrière moi, et qui présente d'abord l'architecture actuelle de la DGF, qui est toujours celle d'ailleurs qui est appliquée en 2016, puisque Pierre le rappelait, le dispositif, quoique voté en loi de finances, a été reporté. Alors vous connaissez cela, vous avez d'un côté la dotation globale de fonctionnement des communes, en 2016 14,3 milliards d'euros, distinguée entre deux blocs, la dotation forfaitaire pour 10,8 milliards d'euros et les trois dotation de péréquation principale pour 3,45 milliards d'euros. S'agissant de la dotation forfaitaire, vous savez qu'elle répond à des critères anciens, elle a été récemment un petit peu revue, et donc elle représente quand même l'essentiel. Les dotations de péréquation, alors les plus importantes, c'est la dotation de solidarité urbaine, vous connaissez bien, avec une distinction assez drastique entre les communes classées parmi les premières 250 premières et les suivantes, en termes d'évolution de cette dotation, et la DSR pour les communes rurales. Ces dotations ont beaucoup augmenté ces dernières années, tant mieux d'ailleurs. Chaque loi de finances a augmenté les sommes qui leur étaient dévolues. Et puis, il y en a une troisième qui existe toujours, c'est la DNP, dotation nationale de péréquation, qui représente 750 millions d'euros, ce n'est pas négligeable, qui est fondée sur des critères assez anciens, tenant notamment à des questions de potentiel financier. Et puis, nous allons également parler, bien sûr, puisque nous parlons du bloc local, de la dotation globale fonctionnement des EPCI, qui est divisée, vous le voyez, en deux parties, la dotation d'intercommunalité et la dotation de compensation, parce que là aussi, évidemment, tout cela a vocation à être revu. Alors, je vous le disais, on va passer au document suivant. Dans la loi de finances pour 2016, l'article 150 a prévu un nouveau dispositif qui, à ce stade, n'est que reporté et pas modifié. D'où tout le travail que nous faisons qui reste à faire. Que prévoit ce dispositif? Pour
total DGF du bloc communal divisé en deux parties. Pour les communes, elles auront une dotation forfaitaire composée d'une dotation de base universelle. Et à ce stade, il est prévu que l'ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille, touchent une somme de 75,72 € très exactement par habitant. C'était, Pierre l'a rappelé, une revendication de l'Association des maires ruraux. Évidemment, dans le système antérieur, comme ça allait de 64 € par habitant à 128 en fonction des strates démographiques, on voit bien que de remonter la base et de l'étendre à tous, ça a des effets notamment sur les sommes qui peuvent être consacrées à nos communes qui souvent, presque toujours, avaient une DGF beaucoup plus importante. La dotation de centralité, on va y revenir, 1,7 milliard d'euros, ça nous concerne à la fois si on est une petite ville qui est un bourg-centre en zone rurale, mais ça nous concerne aussi pour tous nos adhérents qui sont des villes de banlieue, qui sont des villes qui sont dans des métropoles ou dans des agglos. Et puis la dotation de ruralité, enfin, voilà. Il n'y aurait plus que deux dotations de péréquation, la DSU et la DSR, puisqu'il est envisagé dans le dispositif qui est devant nous une suppression de la DNP, dont les critères sont aux yeux de beaucoup insuffisamment péréquateurs. Et puis vous avez la dotation globale de fonction des EPCI, dont l'architecture change, avec une dotation d'intercommunalité, une dotation dite d'intégration et une dotation de péréquation, là aussi en fonction de critères divers. Alors tout ça, évidemment, c'est la situation actuelle, mais l'atterrissage financier, il est beaucoup plus bas, puisqu'il faut intégrer au fur et à mesure ce qu'on appelle la contribution au redressement des finances publiques, c'est-à-dire les baisses de dotation que nous subissons maintenant depuis quelques années. Alors, on va aller un peu plus dans le détail. D'abord, la dotation forfaitaire. Donc la dotation de base, je vous le disais, c'est assez simple, 75,72 € par habitant, et donc, c'est à nouveau indiqué, un montant inférieur à ce que percevaient en règle générale les communes de notre strate. Donc c'est un problème pour nous, si on ne s'arrête qu'à cette dotation de base. La dotation de ruralité, qui concerne les communes dont la densité est inférieure à 75% de la densité moyenne nationale, une répartition en fonction de la population DGF et de la densité, comparée, vous le voyez, avec un montant qui est plafonné à 4 fois la base, soit 302,86 € par habitant. Et puis il y a des mécanismes qui doivent encore être introduits pour tenir compte des situations particulières, communes touristiques, nous sommes à la Grande Motte, communes de montagne, parcs naturels. Enfin, la dotation de centralité, donc elle serait allouée à partir de 500 habitants, qu'il s'agisse de communes isolées ou d'ensembles intercommunaux. Et là, on va y venir parce que les modalités de répartition qui sont prévues actuellement pénalisent fortement nos communes. Alors, voilà, sur la dotation de centralité. Donc cette dotation de centralité, outre la dotation de base et pour ceux qui en bénéficient la DSR, est l'étage complémentaire qui doit être mis en œuvre et qui doit permettre d'arriver au montant de DGF par habitant. Or, il est prévu dans le dispositif que cette dotation soit répartie en fonction d'un montant par habitant qui varie de 15 € à partir de 500 habitants et à 45 € pour les grandes agglos. On est sur la taille démographique du territoire. Bon. Alors évidemment, tout cela correspond à un écart de 1 à 3 de ce logarithme, alors que jusqu'à présent, on avait des écarts plus restreints. Il est certain, et c'est ce qu'on propose nous la PVF, que des bornes aussi larges pénalisent les petites communes de notre strate, et donc nous sommes d'avis, nous, de resserrer les bornes entre 20 et 41 €, ce qui aboutirait à un égard du logarithme de 1 à 2. Deuxième étape de calcul de la dotation de centralité, il y a une répartition entre les agglos, l'intercommunalité, et les communes membres. Celle-ci est calculée en fonction de ce qu'on appelle le coefficient d'intégration fiscale. Alors c'est très compliqué, mais vous savez que le CIF tient compte en fait du degré de prise de compétence, si l'on veut, par les agglos. Il est plafonné à 0,4. Là aussi, nous considérons que ça peut être gênant dans la part qui reste aux communes et qu'il vaudrait mieux plafonner l'attribution à l'interco tenant au CIF à 0,3. Enfin, et alors ça c'est le point vraiment le plus embêtant, le plus grave, c'est que la dotation de centralité
après qu'on ait retranché la part de l'enveloppe qui va à l'intercommunalité, vous me suivez, hein, vous avez votre somme par habitant, vous multipliez ça par la population de l'agglo, voilà. Supposons ensuite que vous ayez un coefficient d'intégration fiscale de 30%, il y a 30% qui va à l'agglo, et on répartit le reste. Alors, ce qui a été prévu à ce stade, c'est que la répartition ne soit pas démographique, purement, mais que l'on expose le poids démographique de chaque commune à la puissance 5. Et c'est après cela qu'on va répartir entre les communes. Alors, ça donne quoi? Ça donne une situation qui peut conduire à ce que des communes centres en zone rurale, finalement, qui ont tous les équipements, ne soient pas si bien servis que ça. On a des exemples. Et à l'inverse, pour toutes les petites villes, elles sont nombreuses, qui sont des agglos, ça aboutit à ce que la dotation de centralité ne soit servie qu'à la ville-centre, à l'exclusion des petites villes qui ont souvent, bien sûr, des équipements structurants, sportifs, culturels ou autres. Et puis, avec toutes ces agglos dites XXL qu'on est en train de construire avec les schémas départementaux de coopération intercommunale, vous avez des agglos aujourd'hui de 100, 110 communes, avec des villes de notre strate qui sont parfois situées à 10, 20 km de la ville-centre. La dotation de centralité, il y a une erreur de conception, elle aboutit à l'idée totalement erronée et datée, selon laquelle dans un bassin de vie, tous les équipements sont à la ville-centre et autour, il n'y a que des villes ou des villages dortoirs. Nous savons, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Alors nous, sur ce point, nous demandons que l'on revienne à une puissance plus faible, par exemple la puissance 3. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal, effectivement, que les petites villes soient privées de cette dotation, mais il faut aussi tenir compte de la localisation des équipements. On n'est pas donc pour une répartition purement démographique. Alors juste un petit aparté, pour vous montrer que c'est très difficile, il se trouve que cette affaire de puissance 5 sur la dotation de centralité ne s'applique pas dans la métropole du Grand Paris, dans lequel la répartition est purement démographique, au prétexte qui a été donné dans les assemblées qu'il y avait des équipements dans chacune des communes. Ça montre bien l'absurdité du système. Alors d'ailleurs, on a été quelques-uns au groupe de travail du Sénat et de l'Assemblée qui se sont réunis la semaine dernière au Sénat. J'y représentais la PVF et les parlementaires sont convenus qu'il faut revenir sur ce point. Alors d'autres propositions ont été faites, notamment un logarithme, etc. Bon, mais en tout cas, il faut absolument que cela soit modifié. Alors, pour terminer, et après je crois qu'il faut surtout qu'on garde du temps pour les échanges, le débat et les questions, on est là pour ça. Pierre l'a dit, au niveau du comité des finances locales, où nous sommes quelques-uns de la PVF à siéger, au niveau des associations d'élus, il y a en revanche plutôt un consensus sur les dotations de péréquation. D'abord, l'idée que la DNP, qui est vieillie dans ses critères, pourrait utilement être supprimée et que l'enveloppe pourrait être reversée vers la DSU d'une part, vers la DSR d'autre part, avec des garanties d'ailleurs de maintien de l'enveloppe de DNP pour celles et ceux qui émargent à la DSU et à la DSR. Il y a encore un sujet, parce qu'il y a 79 communes qui n'avaient que la DNP, pas les deux autres dotations, donc on discute du point de savoir s'il faut prévoir, en général c'est classique, une dotation de garantie dégressive. Pour le reste, donc, on affecterait la DNP aux deux dispositifs existants. Suppression de la DSU cible. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans un système dans lequel, depuis plusieurs années, il y a un différentiel très important en termes de progression pour les 250e premières communes de la DSU et celles qui suivent jusqu'à un peu moins de 800. Et donc là, on a pris d'ailleurs au CFL l'exemple de la 250e qui doit être Bastia et de la 251e qui de mémoire est une commune du Pas-de-Calais. Mais dans un cas, effectivement, chaque année, ça progresse de 7, 8 points, pour l'autre de 1%. Et les problématiques sont les mêmes. Donc là, ce qui est proposé, c'est d'aller vers un système de logarithme qui tiendrait compte évidemment des différences de situation, mais qui permettrait une répartition beaucoup plus équilibrée des gains de la progression de la DSU. Voilà. 751 communes, resserrement à 668. Là aussi, l'idée, c'est d'être dans un moindre saupoudrage pour avoir un effet, évidemment, financier. Une modification des critères de calcul de l'indice synthétique. Le potentiel financier est un concept qui a beaucoup vieilli, je le disais, et donc il y aurait une augmentation de la part du revenu. C'est aussi très consensuel, le revenu par habitant mesure quand même bien la richesse locale, la richesse des habitants,
Et je le disais, un logarithme, une pondération qui serait progressive. Alors voilà, sur ce point, à l'heure actuelle, il est proposé plutôt 0,5 à 2. Nous, on est pour 1 à 2 pour un resserrement. Ça, c'est sur la DSU. Et pour terminer, sur la DSR, là aussi, l'idée de resserrer quelque peu le dispositif, qui est très très saupoudré, on le sait bien, avec une confirmation de la fusion de la DSR cible au sein de la DSR péréquation, un resserrement du ciblage aux 2/3 des communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel de la strate. Bon, il resterait quand même 22 580 communes concernées, mais aujourd'hui il y en a 33 850 sur un peu moins de 36 000, on voit que c'est guère resserré. Une majoration là aussi de la part du revenu dans l'indice synthétique qui définit l'éligibilité, et l'intégration d'un critère de revenu dans les attributions de la DSR Bourg-Centre, parce que quand même ça rend plus justement compte de la situation locale. Voilà. Alors voilà à peu près où on en est. Je vous le disais, il y a encore beaucoup de réunions qui sont programmées. On va travailler évidemment jusqu'à la fin de juillet. On ne sait pas encore quel sera le véhicule législatif. Nous, on aurait souhaité sur ce point, j'en dis juste un mot, qu'il y ait un texte spécial DGF, comme en 79, ça le méritait. Parce que c'est vrai que la loi de finances, il y a quand même beaucoup de choses. On verra bien. L'essentiel, en tout cas, c'est d'être entendu. Je crois qu'on commence à l'être et de pouvoir revenir sur les dispositifs les plus pénalisants pour notre strate de ce qui est prévu à ce stade. Voilà, mais je crois que maintenant, Pierre, on va s'arrêter là. Et vous connaissez bien le sujet, donc on va échanger, on va entendre vos questions, vos prises de parole. Je crois que c'est ça, surtout cet atelier, il doit être interactif. Merci. Donc, on va maintenant regarder un peu quelles sont les questions que vous posez au regard de toutes ces informations qui sont évidemment complexes. Je vous précise que la note donc, qui est là, mais de façon plus complète, sera sur le site de la PVF la semaine prochaine, pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire et peut-être lancer aussi le débat, ce que nous demandons, c'est non seulement une loi de finances, enfin une réforme spécifique, enfin un débat spécifique à la réforme de la DGF. Et ce qu'on demande aussi, c'est plutôt une loi de finances spécifique aux collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune lisibilité sur ce qui se passe pour les collectivités. Quand on regarde le débat au Parlement, on a une partie mission des relations avec les collectivités, une partie dans la première partie de la loi de finances qui touche la fiscalité, puis après dans les différentes missions, un certain nombre de mesures qui touchent les collectivités. Donc ce que nous demandons, c'est de la lisibilité dans les attributions qui sont apportées par l'État aux collectivités et en même temps sur les relations entre l'État et les collectivités, que ce soit en recettes ou en dépenses, évidemment. Donc sur ce point, toutes les associations d'élus, qu'elles soient AMF, grandes villes, petites villes, élus de la montagne, élus ruraux, sont d'accord pour qu'on puisse demander donc ce débat spécifique. Je voulais aussi vous dire qu'au regard de cette réforme, il faut savoir qu'il y a un front commun aujourd'hui entre toutes les associations d'élus aussi, puisque nous avons fait passer une contribution avec un certain nombre de propositions qui ont été transmises au gouvernement. Voilà, c'est des informations complémentaires que je voulais vous donner. Maintenant, on peut essayer de répondre à vos questions parce que le sujet est quand même extrêmement complexe. Alors, oui. Oui, bonjour, Jean-Yves Derbé, maire de Tullin dans l'Isère. C'est vrai que vous l'avez évoqué, c'est un sujet extrêmement technique. Ce que je trouve dommage, si vous permettez, ne le prenez pas mal, c'est qu'on n'ait pas d'exemple précis d'impact entre la loi actuelle, enfin la typologie et la structuration de la DGF actuelle, et ce qu'il en aurait été si elle avait été votée dans le cadre dans le cadre de la loi de finances. Je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai aucune visibilité sur l'écart, si vous voulez. En plus, on est une ville-centre, on est dans une communauté d'agglomération. Voilà, bon, enfin, si vous permettez, c'est ce que je voulais dire. Et d'autre part, comment corréler le FPIC et quelle va être l'évolution du FPIC, puisque bon, on voit bien que le FPIC a vocation de redistribuer la ressource entre les communes riches et les communes pauvres. Est-ce que vous pouvez un peu l'évoquer? Parce que pour moi, il me semble que c'est quand même un corollaire de la DGF. Merci. Je vais peut-être dire un mot sur la question du FPIC et puis
tu essaieras de donner quelques éléments sur les simulations. C'est très difficile de donner des simulations précises. On a des simulations en masse, elles y sont. Après, c'est plus compliqué, évidemment. Sur le FPIC, la vraie question, bon, d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. C'est une question aussi de lisibilité. On a une partie de la péréquation qui est aujourd'hui horizontale, avec une redistribution entre les communes les plus riches et les plus pauvres, et puis une partie qui touche directement donc la DGF en péréquation verticale. Et là aussi, on a des difficultés de lisibilité, parce que maintenant, on arrive au bout d'un exercice, d'autant qu'en plus, avec la baisse des dotations, donc tout ça se croise. Donc il y a des réflexions sur le sujet, oui, pour voir comment on pourrait aussi trouver plus de lisibilité sur ces règles de répartition, sachant qu'il faudrait à ce moment-là intégrer vraiment dans une seule dotation de péréquation qui intègre l'horizontale et le vertical, pour qu'au moins cette fois on ait un vrai arbitrage qui soit fait directement à l'intérieur de la loi de finances et qui vienne en même temps, parce qu'en plus on a un vrai sujet, c'est qu'on a une partie des dotations qu'on connaît au mois de mars et puis après une autre partie qu'on nous donne à peu près au mois de juin, finalement. Oui, c'est ça. Donc ça pose quand même quelques difficultés techniques. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, alors au niveau des travaux du comité des finances locales, c'est vrai que là, nous parlions de la réforme de la DGF. Pour autant, le comité s'est aussi saisi de la question du FPIC. Donc on va aussi y travailler. C'est un sujet qui n'est pas simple, puisqu'on sait que l'architecture est extrêmement complexe. D'ailleurs, je défie quiconque de savoir s'il est éligible ou pas d'une année à l'autre. Il y a des changements de PFIA ou de périmètre qui ont un impact profond. Et d'ailleurs, les conséquences des nouvelles cartes intercommunales vont être très importantes. Donc on a toute une série de débats à la fois sur les critères et puis également, bien sûr, sur le caractère intercommunal ou pas du FPIC, sur lequel il y a les positions les plus variées. Mais c'est vrai que les agglos élargis sont très diverses. On a aujourd'hui l'exemple de communes très pauvres de la région parisienne, pour le FPIC, je ne parle pas du Fonds Île-de-France, qui vont faire une intercommunalité avec des communes très riches, et du coup, ça change profondément pour l'une et l'autre le montant du FPIC qui leur sera alloué. Et ça pose la question soit des mécanismes de péréquation internes aux agglos, qui n'existent pas toujours d'ailleurs, soit, point de savoir si effectivement les critères du FPIC, y compris son caractère intercommunal, doivent être maintenus. Voilà, mais c'est un point sur lequel on travaille. Et d'ailleurs, le gouvernement ne l'a pas fait. Il devait, Pierre, produire un rapport sur le FPIC. Je rappelle, je n'ai pas encore vu le début d'une page de ce rapport. Donc c'est un sujet qui n'est pas oublié dans la réflexion globale. Oui, ça c'est Jean-Michel Morer, le maire de Trilleport. En Seine-et-Marne, Île-de-France. Oui, deux questions. Sur la polycentralité, parce qu'on est beaucoup de mairies, enfin de villes périurbaines, et je pense que la notion de polycentralité, elle est importante et il faut la défendre. Il y a effectivement les villes périurbaines, c'est pas simplement des villes dortoirs, il y a des équipements, des gares, des fois, des collèges, des complexes sportifs, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Deuxième point, c'est notamment ce qui concerne le coefficient d'intégration au niveau de l'agglomération, parce que il y a un serpent de mer depuis des années sur la DGF, c'est indexer la DGF sur l'intégration et la mutualisation. Et donc je voulais savoir ce qu'il en était, en partant d'un exemple que je connais bien, qui est celui d'une agglomération de Seine-et-Marne, où clairement la communauté d'agglomération a été faite pour la ville-centre. Ça veut dire que paradoxalement, la ville qui mutualise le mieux avec l'agglomération est la ville-centre, quelquefois même au détriment des autres. Donc ce que je veux dire par là, est-ce que concernant la DGF et cette idée de corréler l'importance de la DGF à l'effort de mutualisation des communes, il est retenu ou pas? Et corollairement à cette question, c'est qu'en est-il de la mutualisation horizontale? C'est-à-dire qui ne passe pas par l'agglo, mais qui passe entre les villes. Notamment dans le cas des très très grandes intercommunalités, où cette mutualisation peut être vraiment, elle, source d'économie. Voilà, ça c'est un sujet un petit peu différent, évidemment. D'une part, toutes les agglos ont dû faire des schémas de mutualisation, et ensuite... un certain nombre de dispositions législatives prévoient désormais des modalités de coopération entre communes beaucoup plus souples qu'avant. C'est vrai que c'est important parce que la mutualisation telle qu'elle était vue jusqu'à récemment, c'était essentiellement le cas où dans les agglos,
les services de la ville-centre, en fait, et les services intercommunaux étaient mutualisés. Ce qui est une source de dispute parce que les clés de répartition sont souvent un petit peu difficiles à appréhender. Je le vois, y compris dans mon agglo, il y a toujours un soupçon sur le point de savoir si, d'une certaine façon, la ville-centre ne va pas se payer sur le dos de l'intercommunalité en fonction des critères de la commission de transfert de charges, etc. Donc aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. J'ai vu ça notamment, mais vous le voyez dans vos territoires, par exemple sur l'instruction des documents d'urbanisme. Hein. À partir du moment où les services de l'État ne le font plus pour les petites communes, il y a de nombreux cas où se sont développées des conventions dans lesquelles des communes plus grandes, de 10 000, 15 000 habitants, qui ont des services urbains, interviennent pour des communes plus petites. C'est le cas chez moi, hein. On instruit pour une commune de 900 habitants dans ma ville de 15 000 habitants. Voilà. Donc ces formes se développent beaucoup. Voilà. Ça, c'est sur le deuxième point. Le premier, c'était sur... Oui. Alors, ça, c'est une vraie question. Je le disais. Et d'ailleurs, il n'est pas entré encore dans le logiciel des administrations que les agglos étaient ainsi désormais. Je vous donne un exemple. Le fonds de soutien à l'investissement, 2 enveloppes. Vous avez une enveloppe sur les priorités fléchées par l'État, très bien. Voilà, énergie renouvelable, etc., accessibilité. Et puis vous avez l'enveloppe bourg-centre. Alors il y a une circulaire du Premier ministre de début d'année qui dit que c'est les préfets de région qui détermineront quels sont les bourgs-centres, et il y a un faisceau de critères assez large. Eh bien, figurez-vous que moi je suis donc dans la nouvelle région Grand Est. Dans ma région, le préfet, qui est par ailleurs très bien, mais a décrété que les bourgs-centres, c'était les chefs-lieux en quelque sorte des intercommunalités. Donc, moi avec ma ville de 15 000 habitants, qui suis dans une grande agglo, je ne suis pas considéré comme bourg-centre, alors que j'ai à côté de moi une commune qui a moitié moins de population, mais qui a une petite com défensive. Eux, ils sont bourg-centre, donc ils touchent l'enveloppe et pas moi. Je suis rapproché du préfet, je lui ai dit, mais non, on ne peut plus faire comme ça. Dès lors, effectivement, que moi je suis à 10 km de ma ville-centre et que j'ai un tissu d'équipements locaux, vous ne pouvez pas dire que le bourg-centre, c'est la ville-centre, et puis que tous ceux qui sont autour, ben voilà. Hein. Mais ça n'est pas encore entré dans le logiciel des administrations, ni au niveau de l'État, ni au niveau des services déconcentrés. Donc tu as raison, c'est quelque chose qu'il faut marteler. Il faut considérer qu'avec les agglos XXL, il y a notamment les petites villes de notre strate qui sont des relais d'équipement et de proximité, et qu'à ce titre, elles doivent être traitées équitablement. Et c'est bien le problème qu'il y a eu sur cette affaire de puissance 5, qui a été calculée, nous dit-on, à rebours, à partir des problématiques d'une grande ville du sud de la France, que je ne citerai pas, mais là aussi, il n'y a aucune prise en compte des centralités secondaires. Voilà. Notre question. Merci. Hervé Cherubini, maire de Saint-Rémy-de-Provence, où on a accueilli le congrès d'ailleurs il y a 3 ans, mais bon, là n'est pas le sujet. C'était très bien. Tout à l'heure, le premier intervenant, le premier maire qui a pris le micro, a dit ce serait bien d'avoir quelques exemples concrets. Alors, je vais vous en donner un, celui de ma commune, où on a subi la quadruple peine. On a eu la baisse générale de dotation, ça je ne vais pas en parler, comme tous les maires qui sont dans la salle. On a eu aussi la suppression de la DSU sur 2 ans, donc 150 000 € de moins sur 2 ans. Et on fait partie en plus des 79 communes concernées par la suppression de la dotation de péréquation. Et en plus, de manière annexe, l'INSEE nous a trouvé 1000 habitants de moins sur 2 ans, donc on a eu une baisse liée à la baisse de la démographie que je trouve complètement imaginaire. Vous imaginez 1000 habitants de moins à Saint-Rémy-de-Provence en 2 ans. Connaissant la pression foncière, l'attractivité touristique et autres de la commune, bon, on est un petit peu en guerre avec l'INSEE, mais ça c'est autre chose, je ne vais pas aborder ce sujet. Je voudrais simplement dire que ces quatre peines cumulées, c'est 10% de moins de recettes de fonctionnement pour notre commune sur 4 ans. Donc on avait 16 millions d'euros de recettes, aujourd'hui on a 1 700 000 € de moins. Donc mon intervention, c'est concernant les communes qui se retrouvent comme ça à cumuler un certain nombre de disparitions de dotations. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelques cas particuliers? Parce que je pense qu'on doit faire partie des 2 ou 3 communes en France qui se retrouvent dans ce cas avec 4 baisses cumulées. La moyenne en France donc, de diminution des recettes, c'est 5,5 ou quelque chose comme ça. Nous, on est à 10%. Donc évidemment, c'est difficile à gérer. Autre petit point en 2 secondes, je me suis permis d'intervenir auprès de la PVF
sur la loi numérique en ce moment et sur les taxes de séjour Airbnb. La loi prévoit que ça soit appliqué dans les villes de plus de 200 000 habitants. Qu'est-ce qu'on fait pour les villes touristiques comme la nôtre qui n'ont pas 200 000 habitants et qui sont particulièrement touchées par le phénomène Airbnb? Pour nous, c'est au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros par an qui ne rentrent pas dans les caisses de la commune, sans compter le problème d'équité entre hôteliers et personnes qui louent le plus souvent sans rien déclarer à personne. Voilà, donc ça fait beaucoup de questions, mais je compte sur vous pour m'apporter des réponses. Merci. Non, mais la question que vous évoquez, c'est la question du cumul des effets de différentes modifications qui amènent à une commune à être extrêmement pénalisée. Et donc, c'est la question du dispositif qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait un écrêtement des impacts. Alors, il y en a un, hein, mais il est à 0,90. Donc, 10%, c'est déjà beaucoup. Et moi, je pense que pour certaines communes, en fonction de leur situation, ce seuil peut-être est trop important. Parce que normalement, vous ne pouvez pas avoir un impact qui soit supérieur à 10%. Mais ça peut aller au-delà. Hein. Donc, il faut être vraiment, vraiment très, très vigilant. Donc, la question que vous posez, c'est aussi... peut-être, ça nous amène aussi à dire qu'attention, dans la réforme de la DGF, il faudra faire attention, il y aura des perdants et des gagnants. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens comme vous qui se retrouvent avec plusieurs critères qui leur sont défavorables et qui ont un impact finalement catastrophique pour leur DGF. Donc il faut vraiment mettre en place des filets de sécurité pour que les marges d'action des communes ne soient pas altérées trop brutalement, hein, pour ceux qui perdent. Et d'ailleurs, de la même façon, pour ceux qui gagnent, eh ben, il faut aussi que tout ça soit progressif. Donc la question que vous posez, elle est absolument majeure et je pense insuffisamment prise en compte encore. Alors, sur Airbnb, le seuil de 200 000 habitants, non seulement il me surprend, mais je trouve qu'il est profondément injuste. Parce que toutes les communes touristiques, bon, on connaît Saint-Rémy-de-Provence, hein, mais d'autres communes touristiques qui existent dans les petites villes sont directement concernées par ça. Et en même temps, l'hôtellerie, parfois, a aussi ses difficultés, même beaucoup de difficultés, parce que dans les petites villes aussi, on a quelquefois un temps saisonnier encore plus court. Et là, il y a une concurrence déloyale qui se met en place qui est absolument incroyable. Donc il faudrait évidemment qu'on puisse obtenir le fait que ces dispositifs fiscaux concernent aussi les petites villes. Parce que là, 200 000, ça n'a pas de sens. Pourquoi 200 000 il y a des communes... pourquoi 200 000? C'est justement parce que aussi, je pense qu'on est plus dans de la concurrence sur le loyer classique, alors que nous, dans les petites villes, on est plus dans la concurrence sur l'hôtellerie. Hein, en fait, c'est ça. Donc, il faudrait vraiment que cette concurrence, au regard de la petite hôtellerie qui existe dans nos villes, dans nos petites villes, puisse être prise en compte. Moi, je partage totalement cette remarque. Oui. Monsieur le Président. Oui. J'ai l'impression de me retrouver 25 ans en arrière quand on discutait à Chinon de la dotation bourg-centre. C'est bien parce que ça permet de ne pas vieillir. On sait qu'on aura toujours un débat et une évolution. La différence, c'est que cette réforme annoncée de la DGF intervient non pas dans une période où les montants consacrés aux collectivités augmentent, mais dans un moment où il diminue. Donc, ce que tu viens de dire, mécaniquement, il y a un certain nombre de collectivités qui perdront à la réforme si d'autres gagnent. Il faut le savoir. Or, on sait que, selon la place où on met la virgule, on bouge énormément de choses. Donc, moi, je pense qu'il faut être très prudent pour ne pas se réveiller avec une réforme dont on se rendra compte, lorsqu'elle sera mise en application, qu'elle a et elle présente plus d'inconvénients que d'avantages. Parce que l'enveloppe est à la baisse. Quand l'enveloppe est à la hausse, la réforme est facile. Quand l'enveloppe est à la baisse, elle est beaucoup plus difficile. Et deuxième point que je voudrais soulever, Antoine, tu évoques les agglos. Je crois qu'il faut aussi qu'on évoque les communautés de communes. Voilà. Or,
On a aujourd'hui, avec le grand chambardement, qui d'ailleurs aura des répercussions lui aussi sur les dotations, on est aujourd'hui à un moment où certaines communautés de communes qui ont comme siège des petites villes arrivent à une population pratiquement égale à celle de communautés d'agglo. Ne serait-ce que là où il a été décidé que les chefs-lieux de département pouvant devenir, quelle que soit leur population, capitale, métropole d'une agglo, on a des agglos dont la ville-centre a 10 000 habitants, 15 000. Donc on a agglos et communautés de communes aujourd'hui sur le même pied, dans certains cas, les XXL des communautés de communes et non pas des agglos. Oui. Or, la situation entre la communauté de communes et l'agglo est très différente. Et n'est pas acceptable, elle est plus supportable. À partir du moment où la communauté de communes n'est plus le petit machin du début, mais où la volonté du gouvernement, des pouvoirs publics, est de les faire grossir. Or, tu as des différences de DGF qui vont de 20 € par habitant en communauté de communes à 60 en agglo, avec des missions qui sont identiques et parfois des charges supplémentaires pour la communauté de communes. Je pense par exemple au numérique. Bien souvent dans l'agglo, le numérique est pris en compte par les grands groupes, alors que régulièrement dans les communautés de communes, c'est la collectivité locale qui le supporte. Donc on a là, sur la distorsion entre communautés de communes et agglo, un élément qui devient aujourd'hui beaucoup plus difficile à gérer. Je termine, on a beaucoup plaidé pour la mutualisation. Il y a des communautés de communes qui ont mutualisé, qui ont créé des services. Tu as évoqué l'urbanisme. Si je prends ma communauté de communes, on a créé un service, il y a 49 000 habitants aujourd'hui, pour 90 communes. On a créé un service d'urbanisme en août dernier. Entre septembre et aujourd'hui, il a traité pour les communes 1500 dossiers d'urbanisme. Il est gratuit. Il est gratuit. Le développement, le service de développement, est gratuit pour les communes. C'est le service rendu. Avec une grande incertitude sur l'équilibre de la commune, c'est qu'il a été décidé un jour, au début, il y a 2 ans, que le fonds de péréquation serait laissé à la communauté pour qu'elle rende ses services, et qu'il suffit qu'une commune sur 90 dise « je ne suis pas d'accord » pour faire tomber tout l'édifice. Donc la réforme, elle est complexe si on veut bien asseoir nos communautés de communes dans lesquelles nous sommes, au niveau des petites villes, les leaders du territoire, et non pas prise dans un ensemble dans lequel la petite ville est minoritaire sur l'espace communautaire. Merci. En fait, c'est une des raisons aussi qui a fait qu'on a demandé le report de la mise en œuvre de la réforme. C'est qu'en fait, on n'avait pas suffisamment anticipé sur l'effet des fusions. C'est quand on a fait l'architecture nouvelle en 2015 de cette DGF, on n'a pas suffisamment anticipé ces effets-là. Donc, ce qui fait que quand on a commencé à regarder en milieu d'année, cette année, en début d'année, quels étaient les impacts sur les fusions, ben là on voit bien qu'on se retrouve avec de vraies difficultés. L'affaire de la différence de traitement entre les communautés d'agglo et les communautés de communes, ça me rappelle un temps où je crois Martin était d'ailleurs au comité de finances locales aussi, où on avait encore au comité de finances locales la possibilité de traiter de ces écarts entre les communautés d'agglo et les communautés de communes. Et je me souviens que les écarts qu'on pouvait les réductions d'écarts qu'on pouvait mettre en place amenaient à un lissage sur 1 ou 2 siècles. Si mes souvenirs sont bons. Donc la marge d'action était nulle. Et déjà, lorsqu'on a commencé à constater les différences de traitement entre ces communautés et les communautés d'agglomération, alors même que quelques-unes exercent des compétences extrêmement similaires, et de plus en plus similaires, parce que plus elles s'agrandissent aussi, plus elles intègrent, eh bien, les écarts sont absolument considérables. Donc, dans cette réforme, je crois qu'il y a un certain nombre de points qui permettent de faire de la convergence, parce que c'est un sujet sur lequel tous les groupes de travail ont vraiment insisté. C'est qu'il faut vraiment qu'on puisse réduire ces écarts qui sont extrêmement injustes aujourd'hui.
Oui, alors Martin le disait, on le disait également tout à l'heure, la difficulté de la réforme vient aussi du fait qu'il y a la baisse des dotations. Comment peut-on concilier une réforme aussi profonde avec une baisse des dotations aussi importante? Alors en plus, pour les petites villes, pour beaucoup d'entre elles, on a un problème supplémentaire. C'est que au début, il y avait effectivement le rapport présenté par Christine Pires-Beaune, députée. Et puis ensuite, il y a eu la réforme telle qu'elle a été proposée et votée. Et le nouveau système, c'est un système qui a un peu fait table rase du passé. C'est-à-dire qu'effectivement, on a construit une nouvelle architecture. Or, vous le savez, pour beaucoup de petites villes, elles avaient une DGF par habitant relativement importante parce qu'elles avaient des composantes figées, notamment des compensations d'exonération de parts salaires, de taxes professionnelles. Et donc, on se retrouve dans un système dans lequel un certain nombre de collègues partaient d'une DGF de 130, 150 par habitant, avec un point d'atterrissage à 75,72, puisqu'on les privait de la dotation de centralité. Donc c'est pas possible. Alors on a vu également, d'ailleurs, que si on mettait en œuvre la réforme telle qu'initialement votée, Pierre parlait de siècles, là il fallait, je crois, 46 ans pour atteindre la situation de croisière. Donc là aussi, sachez-le, au niveau des groupes de travail du Sénat et de l'Assemblée, il y a un travail sur un système modifié, mais il y a aussi l'idée que le lissage ne devrait pas excéder 10 ans, ce qui est déjà beaucoup, mais donc également resserrer le lissage pour que le régime de croisière vienne plus rapidement. Mais je le disais, à partir du moment où on a considéré par essence que les composantes figées étaient un problème, etc., alors que, notamment pour les petites villes industrielles, elles répondaient également à l'existence d'un fort tissu économique. Voilà. Alors, d'autre part, mais pour les Comcom, là je vais au deuxième sujet qu'a évoqué Martin, c'est vrai qu'en revanche, là, dans le nouveau système prévu au niveau des dotations d'intercommunalité, il y a quand même un traitement des Comcom par rapport aux agglos qui est revu favorablement, hein, puisque effectivement, on n'a plus de décalage qui existait avant. Hein. Voilà. Moins. Il y a... Une autre question? Peut-être ça... Pour soulever une autre question. Marie-France. Ah, Marie-France. Oui, Marie-France. Également membre du comité des finances locales, Marie-France Beaufils. Oui, je participe. Moi, je ne vais pas le faire au titre du comité des finances locales, vous avez très bien donné les éléments. C'est plus au niveau du groupe de travail du Sénat sur ces questions, qui travaille aussi avec l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a des réflexions qui vont dans le bon sens aujourd'hui, mais je voudrais être... très prudente, parce que tant qu'on n'a pas les simulations, et c'était une des difficultés de cette réforme, moi je suis prudente parce qu'on a vu comment, des fois, une petite modification sur l'un des critères d'éligibilité pouvait avoir des incidences beaucoup plus importantes que ce que l'on pensait. On n'aura pas de simulation avant le mois de juin, il faut qu'on soit clair là-dessus. L'avantage du travail qui a été décidé par les deux groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est qu'on va avoir un outil pour nous permettre de faire des simulations avec les modifications, ce qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement en attente des simulations faites par le gouvernement, mais qu'on puisse avant cela avoir des éléments. Je pense qu'à partir de là, ça nous permettra d'être probablement plus à l'aise pour savoir comment modifier. Mais moi, je voulais surtout intervenir sur les questions de la centralité, parce que, en effet, la polycentralité est quand même quelque chose qui n'est pas important qu'en Île-de-France, oui, mais qui est aussi important dans les territoires dans lesquels on est. Et bien souvent, les petites villes, dans une communauté d'agglos, par exemple, elles sont dans cette polycentralité. Il n'y a pas que la ville-centre qui assume des responsabilités d'équipement. Donc on ne peut pas traiter les sujets comme cela. Et d'autre part, les diversités de territoires sont énormes. On peut avoir une intercommunalité qui, lorsqu'elle s'est constituée, a repris en responsabilité des centralités qui étaient assumées par la ville-centre au départ. Donc les choses ont évolué. Alors c'est vrai que dans certains cas, ça a donné lieu à réfaction pour la commune-centre, dans d'autres cas pas. Donc on a une situation qui est énormément complexe au départ, et il faut qu'on arrive à quelque chose de lisible, mais qui surtout redonne une meilleure égalité de traitement de l'ensemble des territoires. Et aujourd'hui,
la puissance 5 utilisée dans la dotation de centralité est une catastrophe pour beaucoup de communes de petite taille dans ces intercommunalités, enfin des tailles de l'association des petites villes, hein, et aussi impacte énormément tous les secteurs fortement industrialisés et qui ont eu des pertes d'activité ou qui n'ont plus les mêmes ressources aujourd'hui, et y compris les territoires qui sont avec les populations les plus modestes. Donc on voit bien qu'au lieu d'apporter un peu plus d'égalité de traitement, on a accentué les difficultés. C'est pour ça que les propositions telles qu'elles vous ont été présentées tout à l'heure, il faut qu'on les teste véritablement pour être sûr qu'elles vont bien dans le sens souhaité, mais en tout cas intellectuellement, elles sont plus intéressantes. Je voulais mettre ça un petit peu comme réserve. Et moi, je ne sais pas, il faut qu'on en discute ensemble, mais est-ce qu'il n'y aura pas de loi de finances rectificative apparemment? Donc ça veut dire que ça viendrait en loi de finances initiale, puisque pour le moment, on n'a pas encore convaincu sur l'idée d'avoir une loi spécifique, ce qui serait quand même une loi spécifique pour toutes les finances des collectivités locales, ça serait quand même un peu plus visible pour nous tous, puisque chaque année, il faut aller rechercher un peu partout qu'est-ce qui intéresse la collectivité pour savoir comment elle va être impactée, ce qui n'est quand même pas le plus simple. Mais je pense que si on n'arrive pas à un projet correct en loi de finances initiale, il faut faire repousser l'application. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution, d'autant que moi je partage complètement ce que disait Martin Malvy tout à l'heure. Faire la modification quand on est dans une période où on réduit les dotations, c'est quand même rude. Donc voilà pourquoi moi je voulais émettre cet avis. Espérons qu'on puisse le faire avant la loi de finances et qu'on ait quelque chose qui nous permette de travailler, puisque si fin juin ou fin juillet on arrivait à avoir des propositions avec simulation nous permettant d'être solides, on peut tout à fait en loi de finances avoir une bonne proposition, mais je n'en suis pas certaine. Merci. Sur la question de l'égalité de traitement entre les collectivités, moi, je voudrais dire un petit mot sur l'évolution des critères qui définissent la péréquation, parce qu'on est toujours autour de ces sujets qui finalement déterminent ensuite les sommes qui sont accordées aux uns et aux autres. Et il y a un sujet sur lequel je crois on est tombé à peu près d'accord au CFL il y a quelques jours, puisqu'on a évoqué ça, c'est le fait que les critères qui sont utilisés actuellement, que ce soit le potentiel financier, que ce soit, je prends les principaux, l'effort fiscal, ou que ce soit aussi effort financier, potentiel financier, effort fiscal, revenu par habitant. La question aujourd'hui, c'est de regarder comment on peut à la fois analyser, avant d'apporter une dotation de péréquation à une collectivité, comment on peut analyser la situation de la collectivité, les finances de la collectivité, donc sa capacité à agir, et puis la situation du territoire qu'elle administre. Et ces deux notions, elles sont absolument majeures, parce qu'on peut avoir des communes relativement, j'allais dire, non pas riches, mais aisées dans des territoires pauvres. On peut avoir l'inverse. Et il faut donc être extrêmement vigilant sur ces deux critères. Et nous, on est très attachés à ce que maintenant, on puisse, dans les dotations de péréquation, prendre en compte non seulement la richesse de la collectivité, mais aussi la capacité de contribution des habitants du territoire, donc la situation du territoire. Et là, on en vient à un sujet qui est sensible, notamment pour le FPIC. Parce que lorsqu'on fait de la péréquation, il faut aussi regarder si les collectivités ont fait d'abord les efforts chez elles de mobiliser leur richesse fiscale, leur potentiel fiscal. Et là, on voit bien qu'on a besoin de rentrer dans une logique qui consiste à ne pas regarder seulement l'effort fiscal, parce que l'effort fiscal, on a des collectivités qui ont des efforts fiscaux très importants, parce qu'elles administrent des territoires qui sont pauvres, parce qu'elles ont des bases très faibles. Donc, et sur ce point, je crois qu'on a un vrai consensus, hein, c'est qu'il va falloir regarder comment on analyse les efforts qui sont faits par une collectivité pour mobiliser la ressource fiscale qu'elle peut obtenir au regard de la capacité de contribution des habitants de son territoire. Et je pense que ce critère-là, il permettrait de... Si on l'ajoute au critère d'effort fiscal, à ce moment-là, on pourra mieux utiliser ce critère d'effort fiscal.
Et en même temps, on a vu aussi, et j'en termine par là, que quand on veut analyser vraiment la fragilité d'un territoire, on a fait beaucoup d'études, beaucoup de cabinets d'études ont travaillé sur le sujet. On s'est rendu compte que le critère synthétique de fragilité, qui finalement regroupe l'ensemble des critères de fragilité, c'est le revenu par habitant. Alors évidemment, certains ne sont pas d'accord, mais globalement, on sait que c'est un critère qui est à l'image de la réalité de la fragilité d'un territoire. Donc voilà, nous on se bat beaucoup pour qu'on prenne en compte ces deux choses. La première chose, situation de la commune, oui, du budget de la commune, mais situation aussi du territoire dans les critères de définition de la nouvelle péréquation. C'est un sujet important parce que de toute façon, il y aura débat sur la péréquation dans la prochaine loi de finances, dans tous les cas. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière. Tout à l'heure, le maire de Saint-Rémy-de-Provence vous interrogeait sur la disparition de la DNP. Alors je le redis, nous sommes convenus que s'agissant des 79 communes qui touchaient que la DNP et pas DSU ni DSR, il y a un mécanisme de garantie, enfin de sortie progressive. Parce que dans les premières versions des discussions, elles perdaient leur DNP du jour au lendemain. Donc ce n'est pas formidable, mais il devrait y avoir un mécanisme d'atterrissage sur plusieurs années qui soit envisagé. Voilà, ben, il nous reste encore 5 bonnes minutes avant la pause et l'arrivée des ministres. Donc je vous invite encore à intervenir. Voilà, je pense que on n'est pas épuisé collectivement par ces sujets difficiles. Bon, voilà, donc de toute façon, on en est là, je vous disais. Le CFL a programmé des réunions quasiment toutes les semaines sur ce sujet, et sur le FPIC aussi, je le disais. Les groupes de travail parlementaires continuent à avancer également. Nous avons la chance d'avoir des membres de la PVF dans l'ensemble des instances qui travaillent sur le sujet. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Et puis par ailleurs, nous verrons également ce qui se passera jeudi prochain au Congrès des maires, puisque le président de la République sera là et annoncera sans doute des choses. Donc là aussi, est-ce que ça aura une influence indirecte sur les questions de la GGF, puisque là, il y a également la question des dotations qui est en débat. Il y a la question de la poursuite ou pas du fonds de soutien à l'investissement. Nous, on est très demandeurs. On considère effectivement qu'il faut que le fonds de soutien à l'investissement soit reconduit. Voilà. Donc tous ces sujets-là sont extrêmement mouvants. Non ? Bon. Pierre, je crois qu'on va pouvoir faire une petite pause. Je crois qu'on a fait... Ah, oui. Mais Jean-Michel, allez, Jean-Michel. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, voilà, mais c'est très bien, ce sera le mot de la fin. C'est juste pour vous remercier de tout le boulot que vous faites sur cette commission. C'est du gros travail, mais qui est important pour nous, parce que la voix des petites... c'est sur ce genre de questions que la voix des petites villes, il faut qu'elle se fasse entendre. Et moi, je tiens à vous saluer du travail que vous faites sur ces types de dossiers, parce qu'on en sera tous collectivement bien bénéficiaires. Merci. Merci Jean-Michel. Ce sera le mot de la fin. Oui, ce sera le mot de la fin. C'est vrai qu'il y a toujours une forte mobilisation des associations de grandes villes, la DCF, l'intercommunalité. C'est vrai également que l'association des maires ruraux sait se faire entendre. Et nous aussi, nous comptons bien peser dans le débat pour que, évidemment, notre strate ne soit pas la laissée pour compte de cette réforme, et on continuera de se battre. Donc merci de ces remerciements. Et puis, par ailleurs, nous, on adore ces sujets, on prend beaucoup de plaisir à cela également, même si c'est très dur, très difficile, mais voilà quoi. Et en matière de finances locales, le diable se cache toujours dans les détails. C'est ce que disait tout à l'heure Marie-France. Absolument. Et c'est pour ça que c'est assez complexe, parce qu'il faut vraiment rentrer dans tous les détails. Extrêmement technique. Bouger les curseurs là où il faut. Voilà. Bon, en tout cas, merci de votre attention. Merci et à tous. À tout à l'heure.